Bonjour à toutes et à tous, un très très grand merci d'être venus cet après-midi chaleureux sous le soleil picard pour venir écouter Pierrick de Saint-Va. Alors Pierrick de Saint-Va, j'ai fait sa connaissance l'an dernier dans son jury de thèse à l'université de Reims, une très belle thèse sur Châteaux et Châtelains en France et en Belgique, par exemple, au cours de la Première Guerre mondiale. C'est une thèse qui a été soutenue à l'université de Reims. Aujourd'hui, Pierrick de Saint-Va travaille comme médiateur culturel aux archives départementales de la Marne, qui se déplace entre les deux sites de ces archives départementales, puisque le département de la Marne étant ce qu'il est, il y a un dépôt à Châlons et un autre dépôt à Reims, avec de magnifiques archives. Et je crois que c'est de là qu'est née votre vocation pour ces travaux sur l'auteur de la Grande Guerre. Évidemment, la Marne, comme la Somme, ont ce triste privilège d'avoir connu de terribles destructions de monuments. La cathédrale de Reims, l'incendie de la cathédrale de Reims est très connu, mais aussi, et ça c'est peut-être un peu moins connu, de châteaux. Donc on le remercie vraiment d'avoir fait le déplacement depuis la Champagne jusqu'à la Picardie pour nous présenter, alors non pas l'ensemble de son travail de recherche, mais un ciblage particulier sur le département de la Somme, qui nous intéresse particulièrement à la Société des antiquaires de Picardie. Je vais donc la parole. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier la Société des antiquaires de Picardie de me donner l'occasion de vous proposer une réflexion s'appuyant sur les recherches que j'ai menées dans le cadre de ma thèse, sanctionnée par une soutenance qui s'est déroulée tout au début du mois de décembre 2023. Et intitulé « Domaine et propriétaire châtelain au défi de la Première Guerre mondiale, France du Nord et de l'Est, Belgique ». Les objectifs de mon doctorat étaient doubles. Comme l'indique Éric Mention-Rigaud, l'histoire des châteaux français au XXe siècle reste à écrire. Il n'existait en effet aucune étude d'ampleur sur le château durant la Grande Guerre, à l'exception de quelques études de cas isolées qui permettent par ailleurs de se rendre compte de l'intérêt d'un tel bâti au sein du premier conflit mondial. D'autre part, il était nécessaire de comprendre dans quelle mesure les conséquences de la guerre totale ont pu modifier ou au contraire renforcer les comportements, les codes et les valeurs inhérents aux propriétaires de bâtisses d'exception, qu'ils appartiennent à la bourgeoisie ou à la noblesse. Ainsi, les recherches menées dans le cadre de mon doctorat d'histoire ont cherché à promouvoir l'historiographie de la Première Guerre mondiale et celle des élites au tournant des 19e et 20e siècles. Le département de la Somme est à ce titre idoine. Il a en effet été largement concerné par les nombreuses reconfigurations du front. Toutes ces évolutions stratégiques laissent supposer des dégâts spécifiques aux intensités variables qu'il est judicieux d'étudier en prenant comme objet d'étude le château. Alors, vous le voyez sur la carte projetée, chaque point correspond à un château qui a été impacté par la Première Guerre mondiale et dont il est question dans la thèse. Alors, vous voyez différentes couleurs pour les différentes grandes configurations du front, la disposition, la localisation géographique du château induit plus ou moins de dégâts. À savoir aussi que même des châteaux éloignés de la ligne de feu peuvent être impactés par la Première Guerre mondiale. Les sources précieusement conservées au dépôt des archives départementales de la Somme permettent, quantitativement et qualitativement, de montrer les conséquences de ces différentes reconfigurations sur le bâti castral. Les dossiers de dommages de guerre sont à ce titre particulièrement éclairants. Constitués de documents administratifs divers, de plans d'architectes, de photographies, de lettres, ils permettent de mettre en relief les enjeux soulevés par le conflit sur les châteaux samariens pendant et après la guerre. Par exemple, les spécificités des relations interpersonnelles créées entre occupants et occupés, ou les difficultés liées à la remise en état des domaines après la guerre. En outre, les différents documents obtenus lors de ces échanges avec les descendants des propriétaires châtelains de 1914-1918 peuvent être également mobilisés à bon escient, au même titre que les témoignages qu'ils ont pu me délivrer et les photographies qu'il m'a été permis de prendre de leur domaine. Enfin, les spécificités du parc châtelain des arrondissements de la Somme, concernés par l'ancrage du fait guerrier, qu'il s'agisse de l'histoire patrimoniale, des caractéristiques architecturales ou des activités économiques, offrent un panorama hétéroclite qui sont autant d'occasions de promouvoir l'histoire locale au travers du bâti castral et des familles de propriétaires durant la Grande Guerre, et ce, avec une perspective nouvelle. Par exemple,
le domaine de Thillaulois, appartenant à la famille Dinisdal, ou celui de Villers-Bretonneux, appartenant à la famille de la Cour. Ainsi, l'intervention que je vous propose n'est pas une simple présentation de ma thèse d'histoire, mais plutôt une réflexion s'appuyant sur les recherches qui ont été menées jusqu'ici et qui mettent à l'honneur le patrimoine castral de la Somme. Dès lors, la question principale est celle des conséquences induites par la Grande Guerre sur les domaines samariens pendant et au lendemain du conflit, en mettant en avant les multiples atteintes et les possibles adaptations des propriétaires. Le développement est articulé en 3 grands thèmes: les spécificités de la violence de guerre présente au château tout au long du conflit, la question technique des dossiers de dommages de guerre, des dossiers d'indemnisation au titre des dommages de guerre, et enfin les enjeux spécifiques de la période de sortie de guerre pour des propriétaires châtelains éprouvés par le conflit. Donc, premier grand point, le château et la violence de guerre, endurer et frapper l'ennemi. Le caractère total du premier conflit mondial et ses formes spécifiques ont conduit à une mobilisation de toutes les structures et de toutes les populations afin de soutenir l'effort de guerre. Les châteaux de la Somme, loin d'être épargnés par la guerre, deviennent aussi les cibles privilégiées d'une surexploitation par les armées en campagne, qui peut aller jusqu'à remettre en cause la pérennité même de certains domaines, voire leur destruction pure et simple. Donc, premier sous-point, un patrimoine largement concerné par les destructions. Le département de la Somme est largement atteint par l'ancrage du fait guerrier durant la Grande Guerre. Certaines grandes offensives ont pris comme théâtre d'opération le département de la Somme et ont provoqué des conséquences désastreuses. Lors de la bataille de la Somme, en 1916, d'importants dégâts sont par exemple causés aux structures et aux terroirs dépendant de la ferme du château de Busfézartot, propriété du sieur Boutor, qui voit ses animaux perdus et ses récoltes détruites par le cantonnement des troupes alliées, les bombardements et la mise en état de défense. La perte subie est estimée à près de 91 134 francs. En fait, le constat qui peut être dressé pour l'ensemble du parc châtelain de la Somme indique une variété des destructions, qu'il s'agisse de la torpille tombée sur l'habitation du garde du château de Donard-sur-la-Luce, provoquant l'affaissement d'une clôture extérieure et de toute la toiture dans 2 pièces de vie, ou de l'incendie qui a accompagné la destruction de la chapelle de Notre-Dame de Moyenpont sur le domaine de Bouclier. De nombreuses occurrences sont attestées dans les sources lorsqu'il s'agit de destructions volontairement mises en œuvre par les troupes allemandes. Les termes employés par les rapporteurs dans le compte-rendu semblent ne laisser aucun doute sur l'intensité des destructions. Il est par exemple écrit, je cite, « Le château de Bière-Courcelles que les Allemands ont fait sauter est entièrement détruit. Le château de Schwinn est entièrement démoli. » La carte postale projetée montre d'ailleurs que le pavillon principal du domaine de Thiepval a été arasé. Plus rien ne subsiste et il est difficile de s'imaginer qu'auparavant un château pouvait s'ériger à cet emplacement. Peut-être a-t-il été l'objet d'une destruction volontaire de la part des soldats allemands par le biais de mines à retardement et avec une mise en œuvre méthodique, comme cela fut le cas pour le château de Lyon-Courfosse. Pour ce dernier, c'est la cave qui fut la cible des troupes armées. En la faisant sauter, les voûtes, maintenant la salle des gardes, ont été démolies, ce qui a provoqué la chute de l'aile droite du pavillon principal. En outre, les domaines peuvent être considérés par les militaires comme des objectifs stratégiques à atteindre, formant alors de véritables zones de combat à part entière. Les événements qui s'y déroulent peuvent induire des dommages irrémédiables sur le bâti castral. Lors des combats à Grivel en 1918, un témoignage, dont l'auteur est inconnu, a été communiqué à la presse. Il permet d'approcher l'atmosphère qui régnait sur le domaine durant les combats et les dangers extrêmes auxquels le domaine a été soumis. Un officier qui était présent au moment des faits va envoyer au colonel commandant l'infanterie divisionnaire le message suivant, je cite, « Je suis dans le château, j'y tiendrai jusqu'à la mort ». Il est intéressant de remarquer que le parc du château a été mis en défense pour contenir la poussée allemande. L'objectif est d'empêcher l'armée ennemie d'envahir le village de Grivel et de nombreuses troupes sont ainsi massées là dans les trous d'obus. Ceci indique que les objectifs à atteindre s'accompagnent d'un langage très net du fait guerrier sur les domaines. Avant de passer au point suivant, je trouvais extrêmement intéressant les 3
postales que j'ai sélectionnées évidemment pour vous montrer un petit peu une diversité des destructions. Donc des pans de murs qui subsistent sur le château de Maricourt, mais qui peuvent être extrêmement dangereux après la guerre, on le verra par la suite. Et puis donc, le château de Thietval et celui de Moyencourt, un château complètement ruiné et arasé. Vous imaginez évidemment la difficulté pour reconstruire de telles bâtisses qui étaient complètement arasées après la guerre. Second point, donc l'hypermilitarisation des domaines. Avec la stabilisation du front consécutive à l'enlisement de la guerre, la mise en place d'un système élaboré de structures militaires est mise en œuvre. La diapositive projetée concerne le château de Tilloloy permet d'en prendre toute l'envergure. D'une part, il faut remarquer que la diversité des structures indique que la ligne de feu se trouvait sur le domaine ou à proximité immédiate. En plus des éléments présents sur le plan, le sol des caves de l'une des maisons du garde du château a été creusé pour y loger des abris et un poste de mitrailleuse. 18 créneaux ont également été percés dans le mur de la clôture qui part du hangar à fumier jusqu'au grand pavillon de la buanderie. Il semble avoir été mis en place pour pouvoir tirer tout en étant protégé. Enfin, on constate de nombreuses sapes creusées sous le parc par lequel on entre via des accès percés directement dans le mur de la clôture du parc. Ces éléments constitutifs de la guerre de tranchées montrent à quel point le bâti castral représente une opportunité pour les troupes armées, car ils permettent non seulement d'accroître la protection contre les tirs adverses, mais aussi de ralentir l'ennemi, car ces structures deviennent des obstacles. Donc on voit ici très clairement 3 zones, de part et d'autre du mur d'enceinte du château, sur lequel le fil de fer barbelé a été utilisé, formant un réseau dangereux et interdisant l'accès au pavillon principal par les parterres. Donc on y retrouve les tranchées, voies de communication, réseau de fil de fer barbelé, poste de mitrailleuse. Vous voyez aussi au niveau du potager, j'ai noté un cimetière militaire, qui n'est pas anodin. Et donc, en jaune, le pavillon principal. L'exemple du domaine de Tilloloy est loin d'être un cas isolé. Et certaines descriptions rédigées par les experts pour rendre compte des dégâts trahissent une mise en défense importante de certains terroirs, comme au bois Saint-Pierre-Va du domaine de Mamancourt. Je cite, le bois Saint-Pierre-Va était complètement rasé. Quelques arbres ont pu résister aux tirs de l'artillerie et restent les témoins des horreurs de la guerre. Le terrain a été bouleversé par le trou d'obus, tranché, les fils de fer barbelés sillonnent le bois de tous côtés. Là encore, la présence des arbres a pu être utilisée pour se protéger des tirs ennemis et de ses vues. Il est en effet essentiel de pouvoir opposer une résistance accrue tout en minimisant au maximum ses propres pertes. D'ailleurs, les espaces végétalisés semblent avoir été largement mis au service de la poursuite de la guerre, car des cagnards, sapes et autres abris ont par exemple été installés dans le parc du château de Villers-Tournai. À certains moments, la concentration des structures militaires caractéristiques de la guerre de tranchées est telle que l'idée même d'une remise en état des terroirs pourrait sembler absolument désarmante pour les propriétaires châtelains concernés. La ferme de Fouquetcourt, qui fait partie du domaine de Guyocourt, appartenant à Marie-Franchette, paraît en être l'archétype. Sur les 93 terroirs dépendant de la ferme, 4 sont des terrains considérés comme seulement bouleversés, alors que les 89 autres sont eux envahis par des tranchées et ou de nombreux trous d'obus. Même s'il est impossible de calculer avec précision les surfaces effectivement concernées par ces dommages, le taux d'occupation militaire semble particulièrement important. L'hypermilitarisation cause donc de profondes modifications qui peuvent d'ailleurs porter atteinte à certaines fonctions mises en relief dans le château. Avant de passer au sous-point suivant, vous voyez quelques exemples de terroirs qui appartiennent au château de Tilloloy et qui sont eux aussi concernés par cet ancrage, cette hypermilitarisation. On retrouve donc un cimetière militaire en haut à droite, une croix, donc de 10 soldats français qui ont été enterrés. Vous avez aussi, extrêmement intéressant, un ouvrage en ciment qui a été constitué sur l'un des domaines, peut-être pour abriter un poste de commandement ou une position d'artillerie.
Et donc sur le plan de gauche, vous avez donc tout ce réseau de tranchées. Hein. Et, chose aussi intéressante, il a été indiqué par l'architecte expert qui a fait les relevés, hein, la présence d'un puits, d'une cuisine et d'un four, au niveau donc des tranchées. Une atteinte à la mémoire et à l'esthétique des lieux. Utiliser le château comme lieu d'implantation de structures militaires est fortement préjudiciable pour les propriétaires. En plus de causer d'irrémédiables dégâts, ce sont les aspects liés à la symbolique des lieux qui peuvent être atteints et donc aux fonctions mêmes du château. Plusieurs sources indiquent par exemple que les soldats anglais n'ont pas hésité à détourner l'eau présente dans les parcs de certains châteaux afin de les utiliser pour les nécessités de la guerre. Tel est le cas dans l'un des bois du château d'Edeauville, appartenant à Louis Carré, qui se voit transformé par les soldats anglais en infirmerie destinée à soigner les équités atteints de maladies contagieuses. L'eau en fait est destinée à abreuver ces chevaux malades. Les soldats ont dû abattre une quarantaine d'arbres pour pouvoir installer les conduites, envoyant l'eau à 900 mètres du réservoir du château sur lequel la conduite a été raccordée. La méthode employée permet de se rendre compte après la guerre du peu d'intérêt porté au patrimoine minier du domaine et à son esthétisme. Le plan du parc réalisé par l'expert forestier montre bien que la conduite traverse bosquets, halles et pelouses en contournant le potager, peut-être afin d'éviter d'abîmer encore plus les végétaux de la propriété. Ce type de dégâts est également attesté sur les domaines d'Échelle-Saint-Aurin où 2 canalisations de 400 et 200 mètres ont été installées par les troupes anglaises pour venir puiser l'eau d'une source et d'un ruisseau proche du château. Ces 2 tuyaux d'aspiration se rejoignent dans l'un des bâtiments de la basse-cour appartenant au commun. Les tracés indiquent que de nombreux points de refoulement d'eau ont été mis en place, que ce soit derrière le château, sur la pelouse avoisinante et dans 2 des allées du potager, compromettant ainsi la beauté du site. En outre, la présence des troupes armées sur les domaines est aussi l'occasion de mesurer le peu d'intérêt porté par ces dernières à un bâti censé mettre en scène la mémoire de la lignée et la déférence envers les ancêtres. La chapelle castrale du château de Manincourt est à ce titre complètement détruite lors de la guerre. Les Allemands y ont installé une cuisine et une latrine, a été improvisée dans le caveau. Il s'agit donc d'une respécialisation d'un bâti cultuel au profit d'une transformation nécessitée pour les besoins de la conduite de la guerre, ce qui n'exclut pas une très probable volonté de nuire à dessein aux ancêtres de la famille du propriétaire, le vicomte du Rhône. Un tel cas témoigne également de la nette violation de la propriété privée, pourtant protégée par l'article 46 de la seconde conférence de la Haye. Quelquefois, c'est la création ex nihilo de lieux de sépulture qui peuvent causer une altération du domaine, comme les 2 petits cimetières allemands implantés dans la grande allée menant au château de Moyencourt, de part et d'autre de la voie. Placée dans l'axe du château, cette grande allée était constituée d'un bois entouré par une murette en briques, surmontée d'un treillage métallique, par une haute haie d'arbres et d'arbustes, ainsi que par 2 portails métalliques bas. Il est tout à fait possible que le caractère intimiste du lieu, isolé et relativement sécurisé, ait pu orienter le choix de l'emplacement de ces cimetières afin de donner une demeure temporaire aux soldats qui étaient enterrés. Comme il vient d'être vu, il est clair que les armées en campagne ont très nettement mobilisé les structures du bâti castral samarien pour poursuivre la guerre. Les dégâts ont été particulièrement importants dans le département de la Somme, un large panel de situations pouvant être constatées en ce qui concerne la violence de guerre et qui n'est pas sans poser de nouveaux problèmes au châtelain une fois le conflit terminé. Transition vers mon second grand point, faire valoir ses droits, une indemnisation des dégâts contraignante. Éprouvés par le conflit, les châtelains n'ont pas encore terminé avec les difficultés lorsqu'ils sont confrontés à la procédure d'indemnisation au titre des dommages de guerre. Cette dernière les contraint à des modes d'interaction avec les institutions, des individus et un processus qu'ils n'avaient guère l'occasion ou l'habitude de côtoyer ou de pratiquer avant la guerre. C'est cette confrontation forcée à un système inédit et méconnu dont ils doivent rapidement maîtriser les enjeux de fonctionnement qui leur permettra d'adapter leurs propres argumentations et attitudes en fonction de ce qu'ils supposent être les attendus et présupposés de leur interlocuteur décisionnaire.
L'étude fine des documents qu'ils incluent dans leur demande d'indemnisation permet ainsi de mettre au jour les interrogations et hésitations qui traduisent l'état d'esprit dans lequel la période de l'immédiat après-guerre a été vécue par les élites châtelaines du département de la Somme, et de constater aussi que le devenir des châtelains est étroitement associé au professionnalisme de nombreux acteurs. Les châtelains, concrètement, pour se faire rembourser des dégâts commis par la guerre, ce n'est pas une obligation, mais c'est un système qui a été mis en place, c'est les dossiers d'indemnisation au titre des dommages de guerre. Vous constituez un dossier avec toutes les pièces possibles et imaginables pour pouvoir justifier les dégâts des propriétés que vous possédez. Donc c'est les fameux dossiers de dommages de guerre que vous devez d'ailleurs connaître. Mais il y a énormément de difficultés donc pour des types de bâtis comme celui qu'est le château. Premier point important, le travail des experts est-il à la hauteur des attentes? Le dossier de dommages de guerre que vous constituez est étudié par des experts, et c'est eux qui rendent leurs conclusions et qui proposent une indemnisation, que vous refusez ou pas. La bonne indemnisation des dégâts causés par la guerre nécessite la constitution d'un ou de plusieurs dossiers de dommages de guerre normés. Ils sont en grande partie composés d'expertises, de rapports dressés par divers interlocuteurs, nommés ou non par l'État, qu'il s'agisse d'architectes ou d'ingénieurs divers. La qualité et le professionnalisme dont ils doivent faire preuve sont cruciaux pour éviter tout retard préjudiciable à la bonne indemnisation des propriétaires de châteaux. Pourtant, le manque de rigueur de certains experts est un fait extrêmement récurrent. Une contre-vérification des dégâts commis au château de Villers-Bretonneux amène son rapporteur à dresser une conclusion stricte. Tout ceci dit pour déclarer ici que nous ne pouvons pas utiliser le travail du premier expert et que nous reprenons entièrement l'expertise. Les chiffres fournis indiquent une différence de près de 12 694 francs avec les 4 devis produites lors de la première expertise. Cette différence est principalement due, je cite, à de nombreuses erreurs de calcul, des évaluations exagérées et de ce qu'aucune mesure n'a été vérifiée. Cet exemple montre combien une expertise qui n'a pas été correctement menée peut léser le propriétaire. Ce manque de rigueur peut même aller jusqu'à soupçonner une collusion entre experts et sinistrés, comme dans le cas du château d'Hédouville. Premier devis concernant le parc d'agrément montre de nombreuses inexactitudes qui n'ont pas pu être expliquées par l'expert qui l'a rédigé. Et la révision du rapport élaboré par un autre architecte paysagiste, pour vérifier ce premier devis, indique que c'est, cite, une reproduction, pour ainsi dire, textuelle. L'inspecteur principal des eaux et forêts, chargé par le préfet de tirer au clair cette affaire, il y a 3 niveaux, conclut donc sans appel que le devis appelle des réserves car il donne un état des dommages incontestablement favorable aux sinistrés. Alors parfois, sans aller jusqu'au soupçon, les erreurs commises par les experts peuvent provoquer des gênes hautement chronophages pour les propriétaires, comme pour les indemnités dues, mais qui ne sont pas versées suite à un oubli ou à une erreur dans la procédure. La veuve Lenain, propriétaire du château de Grillen, s'émeut d'une différence d'un montant de 20 000 francs porté sur un titre de créance par l'administration. Cette erreur s'ajoute à une autre irrégularité qui lui cause un tort certain. Je m'adresse à vous, monsieur le secrétaire général, pour que le nécessaire soit fait le plus tôt possible, en particulier sur les titres de réinvestissement sur lesquels j'ai pris des engagements depuis un certain temps et que je devrais maintenant avoir en main. Une telle erreur au niveau des chiffres est également attestée pour le vicomte de Villeneuve-d'Argemont, propriétaire du château de Lavenécourt. En effet, l'un des experts a mal compris la procédure concernant les opérations effectuées au niveau des montants. Ce qui n'hésite pas à lui faire remarquer l'un de ses confrères. Comme vous le voyez, les règlements sont très supérieurs à ceux que vous pensiez. C'est parce que vous avez oublié de prendre les totaux de pertes subies et de vétusté qui s'additionnent comme valeur 1914 réelle, la vétusté ne portant pas intérêt. Ici, c'est parce que la procédure n'est pas maîtrisée par l'un des experts que les sommes sont biaisées. L'intervention de son confrère a toutefois permis de rétablir les montants qui auraient pu être amputés d'environ 40 811 francs. Le montant d'indemnisation qu'on donne après la guerre, c'est composé de 2 choses. La perte subie, c'est ce que valait votre château avant la guerre, et
un autre montant, les frais supplémentaires qui correspondent un peu au prou, comment on appelle ça, quand les prix augmentent, à l'inflation, pardon. Ce sont ces deux montants-là, en fait, qui composent le montant d'indemnisation qu'on va vous verser à la fin. Donc ça dépend si oui ou non vous voulez remployer en identique ou autre. Évidemment, il y a énormément de difficultés à pouvoir mesurer cette valeur supplémentaire. Et quelquefois même, la perte subie, on ne peut pas en fait prouver combien Château Vallée ou combien certains... Le dialogue avec les experts chargés d'élaborer les dossiers d'indemnisation est donc nécessaire, les propriétaires devant être scrupuleux sur le contenu pour ne pas être lésés. La nécessité d'entrer en interaction avec les interlocuteurs décisionnaires est par ailleurs loin d'être inférieure. Alors vous voyez sur ces deux extraits donc, du dossier de dommage de guerre du château de Davenay-Court, énormément de coups de crayon de papier, coups donc, de crayon rouge, les montants ont été barrés, réévalués. Alors ça c'est le signe typique. À l'origine, quand il y a eu une première expertise qui a été réalisée, elle a mal été réalisée, ou parce qu'on manquait de temps, ou pour toute autre raison, il a fallu évidemment que d'autres experts reviennent dessus par la suite. Et quelquefois, ces expertises contre-répartises, on a plusieurs niveaux qui peuvent monter jusque 1935, facilement, avant d'avoir en fait un montant d'indemnisation globale à peu près fixé. Vous voyez aussi au passage, notamment c'est l'exemple pour la grille d'honneur, la rigueur et la précision avec lesquelles les experts doivent travailler. Il faut vraiment tout notifier pour être expertisé et pour évidemment essayer donc d'être expertisé au plus juste. La rigueur des membres des commissions d'indemnisation. Du fait de l'ampleur des dégâts, le département de la Somme voit un nombre important de ses propriétaires châtelains élaborer des dossiers d'indemnisation. Au vu des premiers résultats issus de l'analyse des sources, le nombre important de domaines atteints par le conflit et leurs multiples spécificités ne semble pas avoir contraint les différentes commissions à un traitement empressé des volumineux dossiers d'indemnisation. Bien au contraire, certaines situations peuvent amener les propriétaires à perdre patience. Tel est le cas de la veuve Lenain, que nous avons déjà rencontrée, qui indique dans une lettre envoyée au secrétaire général qu'elle est, je cite, la seule de sa commune n'ayant pas encore de solution et ne pouvant faire les remplois mobiliers et immobiliers. Allant jusqu'à menacer les membres de l'administration. Cette situation est très préjudiciable et je serai peut-être obligé, si elle continue, à en chercher les responsables. La terminologie utilisée et le fait d'avoir souligné certains termes dans sa lettre renforce la volonté des châtelains d'obtenir gain de cause. Une telle attitude est partagée par d'autres sinistrés qui considèrent les prises de décision de la part des autorités militaires, administratives, trop lentes, surtout lorsque les châtelains désirent remettre rapidement en état leur propriété. Ils sont toutefois conscients des spécificités impliquées par la procédure, ce qu'indique Jules Chély, le propriétaire du château de Ménil-Martinsart. Nous n'ignorons pas la complication de la tâche formidable qui vous incombe, mais nous osons espérer qu'il vous sera cependant possible de nous donner un enseignement plus long. Il invoque par ailleurs, à la suite de la lettre, les excellentes relations que nous avons cessé d'entretenir avec notre famille. Ceci afin d'appuyer sa demande et de presser le traitement des deux dossiers de dommages de guerre déposés au greffe de la commission cantonale à Amiens. Vous constituez votre dossier, vous le déposez à la mairie ou donc au greffe de la commission cantonale, et puis ensuite, en fait, vous entrez dans la procédure qui va vous examiner par 4 ou 5 commissions différentes. Le premier stade, c'est la commission cantonale. De plus, cette lenteur provient en grande partie du temps pris pour rassembler un maximum de justifications de tout type afin de donner un avis. C'est ce qui transparaît dans un rapport dressé par René Godard, architecte expert de la commission cantonale de Roy. Il indique que pour effectuer l'estimation des dégâts sur le château de Champien, il a dû s'appuyer sur ses propres constatations des lieux endommagés. Le témoignage du sinistré, les explications et attestations des personnes présentes lors de la visite, ainsi que sur les renseignements fournis par la commission municipale et enfin sur un procès verbal d'expertise du 30 juin 1920 dressé par l'architecte Mallet. Cette collecte induit divers déplacements et un temps à prendre qui sont nécessaires à la vérification des documents recueillis et à leur analyse, ce qui ralentit évidemment encore plus le traitement du dossier, par ailleurs automatiquement rallongé
puisque tous ces documents administratifs font partie d'une procédure de réévaluation. Vous le voyez sur la photographie projetée, photographie cas unique dans tout mon corpus d'études, où on a clairement indiqué la présence des personnes donc, qui ont participé à la visite. Secrétaire de l'expert, expert, architecte de la sinistrée et la voisine. Alors la voisine présente possiblement pour donner des informations supplémentaires et pour essayer de répondre un maximum aux questions donc, de l'expert et de l'architecte. Vous voyez au passage quand même l'état du château des Villers-Bretonneux. Il reste plus que les grands murs. Alors, toutefois, tout ceci peut être inutile car certains documents ne sont parfois pas pris en compte par les membres des commissions. Ça arrive malheureusement. Cette attitude paradoxale pose question sans qu'il ne soit possible pour le moment d'avoir une réponse très claire. Il en va d'une indication laconique présente dans le dossier de dommage de guerre du propriétaire du château de Luce-Fézartois. L'expert a en effet indiqué que les factures nous ont été remises et nous en avons tenu compte dans la mesure du possible. S'agit-il d'une volonté d'aller plus vite dans le traitement du dossier en omettant volontairement des papiers utiles ou faut-il plutôt y voir l'écartement volontaire de certains papiers mis au dossier mais considérés comme inutiles à l'estimation? Toujours est-il que ces différentes attitudes de la part des interlocuteurs décisionnaires peuvent être finalement contre-productives et encourager les châtelains à s'investir encore plus. Donc ce sera l'objet de mon point suivant, le rôle des propriétaires châtelains, un investissement de chaque instant. Certains propriétaires de demeures d'exception n'ont pas peur de se confronter aux difficultés induites par la complexité de la procédure d'indemnisation, même si cela implique de s'opposer aux décisions rendues et donc à ceux qui les ont prises. Ludovic Gervais, propriétaire du château d'Amelincourt, constate par exemple une différence de 1660 francs entre le total qu'il a lui-même calculé en se basant sur les données chiffrées fournies dans le dossier et la somme totale portée sur le même dossier par les experts. Ainsi, il aurait pu être lésé d'une certaine somme d'argent s'il n'avait pas lui-même vérifié les montants. Quelquefois, la sollicitude des populations locales joue beaucoup dans l'appréciation que le châtelain a de son dossier de dommage de guerre. C'est ainsi que la comtesse de Thieulois, propriétaire du château de Maricourt, fait remarquer au chef de section forestière, Volmerange, je cite, « À présent, je désirerais savoir si vous pourriez m'indiquer quelques noms d'experts en bois consciencieux afin de faire refaire l'estimation de divers arbres et bois appartenant, car on me dit dans le pays que mon estimation a été certainement mal faite. » Elle renchérit dans une autre lettre adressée au même destinataire un mois plus tard. Je vous réitère le contenu de ma lettre du 7 septembre, car ce qui m'inquiète dans mon dossier forestier, c'est que dans le pays, bien des personnes m'ont dit qu'il était en dessous de la valeur. Une telle insistance de la part de la comtesse montre une forte volonté de se voir indemniser au plus juste la perte de ses arbres, en ne cédant pas et en tenant tête afin d'obtenir gain de cause. Surtout qu'étant femme, il est impossible pour elle d'obtenir la certitude que l'expertise a été bien menée, même si elle soupçonne fortement que l'expert n'a pas dû aller sur place dans ses bois, étant donné le caractère dangereux des obus encore présents. La châtelaine semble donc s'en remettre fortement à l'opinion des populations locales pour pallier le manque d'informations dont elle dispose sur les spécificités de son domaine. Et donc vous le voyez, ne serait-ce qu'avec cette simple feuille extraite du dossier de dommage de guerre de Maricourt, la précision et la difficulté avec laquelle les experts doivent travailler, serait-ce ici, de noter précisément le nombre d'armes, l'essence d'armes, sont rangés par catégorie cohérente, selon des critères très précis, et aussi les montants estimés, qui sont évidemment tributaires à l'état des armes. Vous voyez aussi le repeuplement en bas à gauche, repeuplement de 3 hectares de taillis à 630 hectares. On pense déjà après le conflit. Alors bien souvent ce qui se passe quand vous avez beaucoup de bois, l'expert quand il se déplace, un bois de 10 hectares, il n'expertise qu'un hectare et il uniformise, il considère que sur cet hectare-là c'est la même chose que sur les 10. Évidemment les châtelains bien souvent sont absolument mécontents parce que vous voyez les nombreuses essences, les nombreuses tailles des arbres et autres font que les montants sont évidemment complètement biaisés par ce type de méthode. Alors ce qui s'est passé pour
le château de Maricourt, donc, c'est pas du tout le cas donc, de Joseph Constant, hein, qui semble montrer une forte connaissance de son domaine situé à Biancourt, ce qui lui permet de s'imposer lors de la procédure d'indemnisation. Dans une lettre adressée à un agent administratif rattaché à la 3e commission cantonale, le propriétaire montre la profonde amertume qu'il ressent vis-à-vis du traitement réservé à son dossier. 2 passages choisis permettent d'approcher l'état d'esprit dans lequel le propriétaire est plongé. Je cite: « Je ne vous dirai pas mon indignation, cependant bien justifiée de mes dommages meubles et provisions que vous m'avez compté pour 7 000 francs, chiffre 1917. Je peux vous affirmer que je suis lésé d'au moins la moitié. Mais également, j'apprends aussi que différents cultivateurs de Biancourt ont obtenu des 40, 50, voire même 60 000 francs de dommages mobiliers, chiffre 1917. Mon droit de français me permet de m'élever contre ces exagérations, car dans ce cas, j'aurais donc possédé pour 4 ou 500 000 francs de mobilier. Je me réserve le droit d'élever la voix en temps opportun et par tous les moyens pour éclairer la justice, car pour moi, c'est pour le plus grand des scandales du siècle. Je ne m'étonne plus de voir les anciens ouvriers acheter les terres. » Les propos tenus sont révélateurs de la détresse ressentie par Joseph Constant, surtout que cette lettre a été écrite en 1922, c'est-à-dire 3 ans après la fin officielle du conflit. Il est lésé au niveau des montants accordés pour les dégâts qu'il a subis, ce qui constitue pour lui une injustice, mais il semblerait aussi que la peur du déclassement social soit bien réelle pour lui, d'où certains termes employés qui vont accentuer son inquiétude. Le rappel constant à la justice et à la loi est destiné à faire comprendre à son interlocuteur que la situation est inacceptable et qu'elle doit être réglée au plus vite. Il ajoute même à un moment donné la justice pour tous. Enfin, un dernier élément est révélateur de la complexité imposée par la période de sortie de guerre. Une des observations à noter au dossier de dommages de guerre du château de Bus-les-Artois indique que les documents nécessaires à son bon traitement n'ont pas été joints, de crainte que ces derniers documents ne s'égarent et afin de ne pas le rendre trop volumineux. Ces paroles, prononcées par le châtelain, révèlent toute l'importance des papiers administratifs afférents à la gestion de son domaine et qu'il aurait extrêmement de mal à reproduire s'ils se perdaient ou s'ils étaient détruits. Ainsi, la perte ou la destruction de ces derniers pourrait vous porter encore plus préjudice, comme c'est le cas pour de nombreux autres châtelains de la Somme, dont les archives et papiers divers ont été volontairement détruits par les troupes armées en campagne, allemandes et alliées. Ainsi, même si la décision du propriétaire peut ralentir la procédure et présenter des risques de sous-indemnisation consécutifs à des manques dans les documents de justification, une défiance envers le professionnalisme des personnels des commissions peut être relevée, le fait de vouloir rendre le dossier peu volumineux paraissant alors peu probant. Au terme de cette seconde partie, on peut constater que la procédure d'indemnisation au titre des dommages de guerre constitue une nouvelle épreuve pour les propriétaires de châteaux de la Somme. Non seulement il faut rapidement maîtriser les codes inhérents à un tel processus, mais le dialogue avec les interlocuteurs décisionnaires est vital. Surtout que les châtelains sont censés connaître la composition et les spécificités de leur domaine, ce qui est un avantage certain car ils peuvent alors aisément apporter les correctifs lorsqu'il y a lieu et confirmer les changements apportés, voire s'imposer par le biais de différents argumentaires ciblés. Évidemment, l'élaboration de tels dossiers ne doit pas être détachée du contexte dans lequel ils sont réalisés. C'est absolument fondamental dans l'histoire. La sortie de guerre est en effet une période de profonde remise en cause pour les châteaux. Avant de passer à ma troisième grande partie, vous voyez projeté actuellement encore un extrait du dossier de dommages de guerre, cette fois-ci pour le château d'Alincourt. Donc il y a toutes ces difficultés au niveau administratif très précises qui s'ajoutent du fait de la guerre, mais vous avez aussi tout simplement des aléas qui dépendent des châtelains eux-mêmes. Ici par exemple, Louis Gervais qui, au vu de son état de santé, en fait, veut éviter trop de déplacements. D'ailleurs, pour certains châtelains, la procédure est même carrément arrêtée, parce qu'à plusieurs reprises et de façon consécutive, ils ne peuvent plus se déplacer par rapport à leur état de santé. Troisième grand point, faire face à de nouveaux défis, un univers châtelain fragilisé. Comme l'explique Alice Bravard, le château est le symbole de la puissance mobilière qui est au cœur des patrimoines familiaux aristocratiques.
Les dégâts subis durant le premier conflit mondial en remettent en cause le bien fondé, tant au niveau matériel que symbolique. Lié à l'histoire de la famille et à celle du terroir, le bâti castral soulève alors des questionnements intenses de la part des propriétaires, qui sont symptomatiques des épreuves qu'ils ont et qu'ils auront à affronter. Premier point, une image négative désormais associée au bâti castral. Enfin, une image négative désormais associée au bâti castral sous forme de deux questions. Les conséquences directes du conflit ont fortement porté préjudice à l'imaginaire inhérent au domaine château. Cela peut être dû à ce qui s'y est passé durant la guerre et qui persiste après la fin officielle du conflit. Un fait récurrent dans les sources et qui pose de nombreux soucis aux propriétaires concerne la dangerosité de leur bâtisse, ou tout du moins de ce qu'il en reste. De nombreux experts sont catégoriques sur ce point, comme l'indique l'architecte Bruno Pellissier dans un devis estimatif concernant le château de Cailleux en Santerre. La propriété n'est pas entièrement détruite, le gros œuvre reste debout, mais toute l'aile droite est lézardée, fissurée et menace de tomber en ruine et doit être abattue. Certaines structures sont si dangereuses que des mesures immédiates doivent être prises, comme au château de Beaucourt sur l'Alu, appartenant à la veuve Renée de Monclin, qui voit deux de ces structures, un hangar et une grange, situés sur la route d'Irvaux, être démolies pour s'assurer de la sécurité publique. Une telle remarque doit faire l'objet de toutes les attentions de la part du propriétaire, car les accidents liés aux chutes de débris ou à l'effondrement pur et simple des pans de structures encore debout, mais dans un état précaire, pourraient provoquer des dommages irréversibles sur les populations. Surtout que le danger peut quelquefois être insidieux sur le long terme. C'est le questionnement posé pour le parc du château de Villers-Tournelle. En effet, l'ensemble des terrassements effectués par les troupes pour faire la guerre et se protéger, comme les cagnards et les sapes, menacent après la guerre de s'affaisser et de faire effondrer la superstructure, les travaux souterrains menés sous le parc, rendant hautement instable l'ensemble. Toutefois, prendre la décision de détruire volontairement les structures qui ont été relativement épargnées par le conflit peut être extrêmement difficile, et ce même si la vie humaine est menacée. Il faut en effet bien avoir à l'esprit que les trois fonctions que le château est censé mettre en perspective, la fonction économique, fonction esthétique et fonction résidentielle, et tout ce que cela induit sur la représentation qu'en ont les propriétaires. Il peut dès lors s'avérer insurmontable de faire disparaître une partie de son domaine pour effacer les conséquences de la guerre. Les espaces végétalisés des domaines, intrinsèques à la fonction esthétique castrale, sont par exemple largement concernés par cette dangerosité durant la période de sortie de guerre. Elle questionne fortement certains propriétaires, comme la comtesse de Thuaulois, au château de Méricourt, qui, n'étant pas experte concernant les bois de sa propriété, se pose la question de savoir s'ils sont désormais sécurisés car une grande partie a été mitraillée et n'est pas encore désobusée. Cet ancrage du fait guerrier sur les parties boisées peut être tel que l'expertise indispensable au bon dédommagement des propriétaires est quelquefois impossible, ce qui ne remet pas en cause devant l'évidence des faits. Je cite, « Vous me dites que le dossier arbre est entre les mains d'un spécialiste. Pour ce qui est des bois, je n'ai trouvé personne voulant se charger de faire l'expertise. On estimait la chose trop dangereuse. Je n'ai pas cru devoir insister. » Vous voyez ici sous le château de Misery, les nombreuses galeries qui ont été crevées avec des affaissements qui sont déjà visibles à la période de sortie de guerre. S'il faut évidemment reconstruire certaines structures, s'il ne s'agit entre guillemets que d'une écurie, ou au contraire déplacer l'écurie à un autre emplacement, toujours appartenant au domaine, voire à ne pas employer ces dommages de guerre pour reconstruire donc précisément cette écurie sur le domaine. Aussi difficile soit-elle à la décision de faire démolir tout ou partie de ce qu'il reste de son domaine pour se protéger soi-même, pour protéger les autres, doit intervenir après avoir considéré tout un ensemble de facteurs qui peuvent en finalité s'opposer à l'option initialement envisagée. Ce sera le sujet de mon second sous-point, remettre en état son domaine, une implication totale.
La question de la pertinence domaniale se pose dès le conflit pour certains propriétaires châtelains et est loin d'être un fait établi. En effet, les décisions prises sont révélatrices de leur degré d'investissement, mais aussi de la capacité à pouvoir rebâtir des domaines parfois largement éprouvés par la guerre. Tout en bas du journal, avec je l'ai mis. Et l'idée aussi d'avoir acheté un château dans la Seine. C'est ce que dit donc Il s'agit avant tout pour eux de se confronter à une multitude de données nouvelles qu'il faut rapidement intégrer. Par exemple, la trop grande précipitation en ce qui concerne la remise en état de certains domaines. Celle-ci peut porter préjudice par la suite aux propriétaires. Au château de Guyancourt, les réparations sont si poussées en février 1920 que les experts ne peuvent plus se rendre compte avec exactitude des dégâts commis durant le conflit sur le domaine et donc de la validité des montants qui avaient été demandés par le propriétaire. Dans un tel cas, comment faire pour juger au mieux des dommages liés au conflit si aucune photographie n'a été prise et si aucune attestation ne peut être produite? L'enjeu est le même pour le parc du château d'Hélouville. Le propriétaire a, je cite, reconstitué son parc, coupé les arbres morts ou très endommagés, refait les pelouses. Un très grand nombre de souches ont disparu, soit qu'elles aient pourri, ou soit qu'elles aient été enlevées. Pire, cette reconstitution est telle en 1923 que même le propriétaire et son expert sont dans l'impossibilité de désigner avec précision les lieux endommagés à l'inspecteur principal des eaux et forêts en service détaché lorsque ce dernier effectue une visite de contrôle en vue d'établir son rapport. Ces deux cas sont révélateurs de la volonté des propriétaires de remettre leur domaine en état en tentant d'effacer les traces du conflit, semble-t-il pour pouvoir tourner la page. D'autant plus que le conflit est terminé et qu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis la fin du conflit, ce qui a pu orienter les deux propriétaires vers une reconstruction à marche forcée, sans toutefois pouvoir maîtriser complètement toutes les particularités de la procédure d'indemnisation et de ce que cela peut impliquer. Les impératifs de la vie après le conflit font en effet parfois force de mots, comme avec la remise en état de certaines dépendances en vue d'un redémarrage économique rapide, mais surtout vital pour certains domaines châtelains. La ferme du château de Misery permettait l'exploitation de 128 hectares de terre sur toute la commune avant la guerre. Joseph Neurine, veuve du propriétaire Maurice de Lain-Chomel, décédé en 1921, décide de reconstituer l'exploitation agricole de son mari afin d'en relancer l'activité économique. Elle effectue notamment une demande d'avance de près de 22 000 francs pour acheter des vaches, 10 au total, acquises en février et mars 1921, destinées à paître sur les 20 hectares de prairies naturelles qu'elle possède. La propriétaire doit donc prendre en compte le moindre détail et avoir une stratégie bien établie si elle veut donner toutes les chances à la reprise économique, donc de porter ses fruits. De plus, les compositions artistiques et architecturales du château sont si spécifiques qu'il faut parfois faire montre d'un investissement sur plusieurs années pour voir la reconstruction prendre forme. Ceci induit de la part du propriétaire des efforts de rationalisation de ses dépenses et une stratégie pensée sur le long terme. Par exemple, les travaux de reconstruction qui ont débuté dès le début de l'année 1921 au château de Quivière et qui ont coûté près de 457 572 francs jusqu'en 1923 ne sont pas suffisants. Car, je cite, des travaux extrêmement importants restent à faire. Une somme approximativement similaire a été dépensée jusqu'au 16 septembre 1922 par la propriétaire du château de Villers-Bretonneux. Malheureusement, cette dernière indique à son architecte qu'elle n'a pas encore remplacé tous les objets disparus, mais qu'elle accepte les conclusions de l'expertise des dommages proposant une indemnité totale, valeur actuelle, de 372 449 francs. Apparemment, il s'agit plus pour la châtelaine d'écourter la procédure, même si cela doit se faire au détriment d'une partie de l'argent qui lui est pourtant dû. Peut-être cela est-il lié à la difficulté de gérer le dossier et aux impératifs qui lui incombent. La remise en état des domaines nécessite donc d'adopter certains types de comportements de la part des propriétaires, ce qui peut induire d'accepter toute aide pouvant se présenter et qui peut venir aussi de l'extérieur. Des liens entre le château et la société englobante réinventés. Les propriétaires sont conscients d'une nécessaire articulation avec l'environnement et les personnes vivant au sein du terroir dans lesquelles s'ancre le domaine.
La guerre a un impact important sur ces relations parce qu'elle va brouiller un système complexe qui met en relation les châtelains et les villageois. Les conséquences de la guerre sur les domaines provoquent en effet certains échanges aléatoires, notamment en ce qui concerne la remise en état du domaine, étape clé pour de nombreux propriétaires. Par exemple, le domaine de Villers-Bretonneux, qu'on a déjà vu plusieurs fois, une collection de près de 2000 oiseaux-rames conservés dans les volières du château ont été en partie détruites durant la guerre. Spontanément, des lettres de sympathie sont envoyées aux châtelains, notamment William Hill, le directeur de la Société zoologique de New York, qui envoie une lettre au propriétaire le 6 octobre 1918 afin de lui faire partager sa tristesse concernant la perte de sa splendide collection. Il en va de même au directeur de la société Cage Birds and Bird World, qui écrit au couple le 1er juin 1918 en exprimant tout le regret qu'il ressent suite aux pertes subies sur le domaine de Villers-Bretonneux. Ces deux lettres ne pourront d'ailleurs pas être utilisées par les membres de la commission comme preuve de l'intensité des dégâts commis du fait de la partialité de leur contenu. Quelquefois, les échanges indépendants de la volonté des châtelains est mis en place avec des interlocuteurs étrangers à la sphère familiale et au domaine sont essentiels dans le cadre des demandes d'informations indispensables au bon dédommagement des sinistrés. C'est ainsi que le dénommé Soty, curé d'Humain, doit donner son avis sur le prix des objets se trouvant dans la chapelle castrale de Notre-Dame des Eaux, notamment une statue de bois de Notre-Dame de Foix, un maître-autel et un tableau entourant une statue de la Vierge. Il doit également dresser la liste d'autres objets se trouvant dans la chapelle et dont il se souvient. La sollicitude du curé est ici importante, car c'est de son témoignage que dépendra en partie le montant des indemnités versées aux propriétaires du château d'Elmont. Les artisans et entrepreneurs locaux sont eux aussi amplement sollicités afin d'apporter des preuves indispensables en vue de la bonne marche de la procédure. La plupart du temps, il s'agit de factures d'achat de biens par le propriétaire châtelain. L'interlocuteur doit alors retrouver les preuves, puis les envoyer à la commission, comme l'entrepreneur général Combeau, implanté à Athis, et devant attester de la construction d'un hangar agricole d'une surface de 542 mètres pour la somme de 27 000 francs, 542 mètres carrés, pour la somme de 27 000 francs, pour le compte de la veuve Augeois, la propriétaire du château d'Elmins, ou encore l'attestation du menuisier Aolise Lefebvre, assurant de la quantité et de la qualité des meubles anciens et des aménagements intérieurs divers présents avant la guerre dans la propriété du docteur Ayeux à Lignacourt. Il est clair que dans ces situations, la bonne foi de l'entrepreneur est vitale, tout abus pouvant instaurer un ressentiment de la part des membres des commissions envers les propriétaires et les lésés. Une certaine confiance doit donc rapidement s'établir entre les différentes parties, tout passif négatif dans les relations avec les propriétaires châtelains pouvant s'avérer évidemment hautement préjudiciable au jour. Enfin, les propriétaires doivent aussi prendre des décisions qui leur impliquent de se mettre eux-mêmes en relation avec les interlocuteurs qu'ils n'avaient pas ou peu l'habitude de fréquenter avant le conflit. Au château de Louvancourt, Georges Serpette de Berzecourt comprend que les dégâts provoqués sur certains biens de son domaine nécessitent l'emploi d'un spécialiste, je cite, « Je vous remets la liste des objets qui ont été enlevés par les militaires et aussi celle de quelques meubles restants qui sont si abîmés qu'on ne peut pas les réparer ou qui ne pourraient être réparés que par des spécialistes auxquels il faudra que je les fasse parvenir. » Les modalités devant être mises en place par le propriétaire pour apporter ces meubles aux spécialistes vont vraisemblablement induire des déplacements, dépenses d'argent et correspondances multiples pour arriver à effectuer dans les meilleurs délais ces réparations. Le propriétaire doit donc lui-même prendre les devants et aller à la rencontre de ceux qui vont pouvoir l'aider. L'étoffement des liens peut même être quelquefois créé avec les militaires. Il en va des prisonniers de guerre allemands qui veulent être utilisés par certains propriétaires châtelains pour hâter la reconstruction de leur propriété endommagée par la guerre avant que ceux-ci ne repartent en Allemagne. Pour avoir utilisé les prisonniers de guerre en novembre 1919, 120 francs doivent par exemple être perçus par le propriétaire du château de Buste-les-Artois dans le cadre des dommages de guerre, la somme devant en finalité être payée par l'État allemand. Vous voyez juste sur les deux diapositives précédentes la particularité du château de Villers-Bretonneux qui est devenu une
inséré au dossier d'indemnisation pour essayer de s'approcher au mieux de l'état du domaine châtelain, donc avant la guerre, et afin d'indemniser au mieux, et vous voyez même avec des photographies. Les experts n'étant pas tous spécialistes des autoras. Pour conclure cette présentation, les différents éléments proposés ont montré que la Grande Guerre a eu d'énormes impacts sur les domaines châtelains de la Somme. Ils induisent des conséquences plus ou moins durables et aux intensités variables, qu'il s'agisse de la violence extrême de la guerre mondiale, qui a transformé les châteaux en zone de combat, de l'épreuve représentée par la constitution des dommages de guerre ou de leur traitement par une administration très procédurière. Enfin, par la volonté et la possibilité de relever certains défis dans la période de sortie de guerre. L'étude tend à montrer le château comme une sorte de nouveau paradigme des troupes en campagne. L'idée selon laquelle la domination châtelaine sur les terroirs serait sortie intacte du conflit semble pouvoir être largement nuancée. En effet, elle a été très fragilisée par les sacrifices et les différentes adaptations avec lesquelles les propriétaires châtelains saint-mariens ont dû composer. Qu'elle soit gardée au sein des dépôts des archives nationales et des archives départementales, ou encore précieusement conservée dans les châteaux par les familles descendantes des propriétaires de 1914-1918, les sources qui pourraient venir étayer les éléments qui viennent d'être proposés sont encore nombreuses et, à ne pas douter, n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette passionnante conférence qui, je ne doute pas, a suscité un grand nombre de questions. La première question. Un grand merci. Ma famille est du Nord, mais elle avait aussi acheté un château en 1922, juste après la guerre. Donc nous n'avons pas été concernés directement par les indemnisations. Et je vais vous demander, est-ce que vous pouvez faire un petit peu la part entre ce qui a été reconstruit et ce qui a été complètement abandonné d'une part, et d'autre part, quand on prenait la décision de reconstruire, est-ce qu'il y avait un cahier des charges obligatoire pour reconstruire exactement à l'identique, ou bien il y avait un certain laissé, certaine liberté pour reconstruire selon son propre style? Alors, pour les domaines châtelains, je n'ai pas à vendre un cahier des charges spécifique. Toute la complexité pour le propriétaire châtelain, ça va être d'essayer, avec l'argent qu'on lui a donné, de reconstituer ce château, essayer de le reconstituer, si lui le veut, comme auparavant. Donc en fait, ça va être une multitude de... Il ne va pas pouvoir, si vous voulez, reconstruire comme avant. Ça, globalement, c'est la constatation qui a pu en sortir de l'étude. Donc il n'y a pas de cahier des charges en tant que tel, c'est le propriétaire châtelain lui-même qui va devoir voir dans quelle situation, s'il peut mettre un peu plus d'argent pour ce poste de reconstruction ou un peu moins dans l'autre, même pour l'intérieur de son mobilier. Et votre première question, excusez-moi. La part des châteaux reconstruits ou... La part entre ce qui était reconstruit et abandonné totalement. Alors je m'excuse, j'aurais dû vous projeter une carte que j'ai réalisée et qui permet de s'en rendre, un petit peu mieux compte. Très rapidement, en regardant donc, pour le cas de la Somme, on a approximativement remployé, que ce soit en identique ou en non identique, quand même une grande majorité, je dirais, donc, des châteaux de la Somme. Donc moi, de mon étude, qui ont pu être, que j'ai pu constater, autour des 60%. D'accord. Juste le remployer en identique et en non identique, quand vous décidez de remployer, il y a deux possibilités. C'est soit vous reconstruisez, entre guillemets, ce qui est écrit dans les textes officiels, à l'identique, dans un rayon de 50 km. Dans ce cas-là, vous avez la totalité de des montants d'indemnisation. Ou soit vous décidez de ne pas reconstruire dans un rayon de 50 km et donc on vous donne que la perte subie. Donc ce que valait votre château avant la guerre. Pardon. Oui, merci. C'est pas une minute.
Bon, ben, en tout cas, je vais parler fort. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Les procédures d'indemnisation des dommages de guerre que vous présentez sont-elles spécifiques pour ce que vous appelez les domaines châtelains ou est-ce que ça vaut pour, je dirais, la petite ferme avec 3 hectares, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que vous appelez domaine châtelain? Qu'est-ce qui caractérise le domaine châtelain par rapport à d'autres types de maisons? Je dirais, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on passe de la grosse maison au château, par exemple? Et puis, troisième élément, y a-t-il des mesures spécifiques pour les châteaux qui avaient été classés monuments historiques ou inventoriés ou pour lesquels on estimait qu'il y avait un intérêt patrimonial particulier? Alors, pour ce dernier type de château, je ne les ai pas inclus dans mon étude. Je me suis focalisé sur les propriétaires privés. Oui, disons, oui, mais il peut y avoir des propriétaires, des privés qui sont propriétaires de monuments historiques. Mais malheureusement, j'en ai pas eu le cas dans mon étude. D'accord, Et d'accord. les procédures, par contre, étaient complètement différentes. Entre Voilà, un châtelain qui possédait un château non classé, où on s'approche paradoxalement des indemnités pour les maisons particulières. Voilà, oui. C'est pour ça que ta question sur maison, grosse maison, villa, château, ne s'est pas posée en réalité parce que le corpus pour la demande de dommages de guerre est le même. Oui. Par contre, les châtelains propriétaires, ou pas châtelains d'ailleurs, mais propriétaires d'un monument classé historique, c'est une procédure totalement différente. Qui n'a rien à voir avec cette complexité-là, mais qui est encore au-dessus. Donc en clair, les gens qui avaient un monument classé monument historique ont été encore plus insatisfaits, je vais dire, parce que l'indemnité, de toute façon, ne pouvait pas... Sauf si on a déclassé. Alors, ça a donné lieu à des choix parfois extrêmes qui ont consisté à demander et obtenu. Parce qu'au début, on a dit non, la loi était claire, on ne déclasse pas, et puis finalement... Voire même, on a classé des choses qui ne l'étaient pas parce qu'elles méritaient de l'être. Ça a amené tout un système... Un réexamen. Oui. Alors, si la procédure vous a paru compliquée, ce que je peux tout à fait comprendre, je vous laisse imaginer ce que c'était que la procédure de demande de dommages de guerre pour un particulier. Je disais à ma voisine, je viens de sortir du dossier de demande de dommages de guerre d'une veuve de guerre dont le mari a disparu, donc il n'y avait plus de corps. Je peux vous dire que c'était pas beaucoup plus facile que pour se faire rembourser des dommages subis par un château. Et ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que les châteaux étaient concernés par les procédures des coopératives ou pas? Est-ce qu'ils étaient concernés ou exclus des coopératives? C'était des aides en fait, qui ont été mises en place très tôt. Certains châtelains font appel à des coopératives de reconstruction pour faciliter justement le traitement des dossiers. C'était la façon d'avancer un peu plus vite. Si tu as trop d'obstacles et parfois incompréhensibles. Okay. Non, il y en a beaucoup d'ailleurs. Ils font d'ailleurs aussi, ils sont les directeurs, mais ils sont les responsables des coopératives. Présidents des coopératives, oui. Je pense que les deux que vous avez montés sur le Santerre, c'était les présidents des coopératives des villages concernés. Et contrairement à ce qu'on a dit, ils ne se sont pas servis en premier, les maisons ont été reconstruites avant les châteaux concernés. Je voulais juste revenir sur une de vos questions, la seconde, la première, excusez-moi, la seconde. La définition du domaine châtelain. Voilà, en fait dans mon étude, pour évidemment simplifier, j'ai quand même un corpus de 650-700 châteaux, j'ai voulu absolument qu'il y ait le critère de l'altérité architecturale, il fallait que ce soit un bâti qui se détache dans l'environnement, et surtout qu'on ait, d'où l'utilisation du terme domaine, cette notion de fonction économique présente. Des terroirs avec une forte activité agricole, les propriétaires, les châtelains propriétaires fonciers, justement pour voir aussi tous les impacts qu'il y a eu sur les terroirs et tout ce que cela soulève, notamment avec les villageois qui travaillaient pour les châteaux. Et non, il n'y a pas de classification quand on met en place la procédure de dommage de guerre pour les châteaux. C'est un type de bâti absolument inconnu des grilles, donc en fait il faut un peu l'inventer. Donc aussi le problème, il y a des problèmes qui sont absolument historiquement intéressants, mais très tristes pour les châtelains, où on est obligé de qualifier un château d'hôtel particulier.
de lui enlever l'ascenseur pour qu'il rentre à peu près, en fait, pas l'ascenseur, pardon, enfin dans les différents types de choses qu'on trouve habituellement dans un hôtel particulier pour qu'il se rapproche à peu près de ce qu'on connaît. Bien souvent, les châtelains n'ont pas, qu'on qualifie de villa, leur château. Donc en fait, c'est un grand enjeu des dossiers d'indemnisation. Les châtelains qui se déplacent discutent beaucoup avec les membres des commissions pour leur faire comprendre les choses, parce que les membres des commissions, ils se réfèrent à des grilles, mais qui ne sont pas en fait liées à la réalité. Il ne sera pas le cas à la seconde reconstruction où on mettra en place des grilles spécifiques à la notion de château. Oui, c'était une question, ça fonctionne? Non, mais pas fort, ça. Oui, alors la question que je posais, c'était pas une question, c'était une observation. Dans les châteaux classés monuments historiques, il y en avait assez peu, somme toute, avant 1914 dans le département de la Somme. Dans le traitement des reconstitutions, il y a un très bel exemple dans la Somme, vous en avez parlé, c'est Thiaulois, qui a été reconstitué au moins pour ses façades extérieures à l'identique, avec l'église paroissiale attenante. Ça pourrait valoir le coup d'ailleurs d'y faire une visite prochainement, puisqu'on a là deux cas de figure, château et église, qui n'ont pas le même statut de reconstruction, puisque les églises, les communes passent par une coopérative qui assure la maîtrise d'ouvrage. Toute la paperasserie n'est pas à la charge de chaque commune. On confie ça, reconstruire une église ou 300, c'est la même procédure. Hein. Donc pour les châteaux, c'est très différent parce que les domaines sont tous différents les uns des autres. Et il y a d'autres châteaux qui sont restés à l'état de semi-ruine, tel que nous l'a laissé la Grande Guerre. Le château d'Hénancourt étant le plus connu, avec la moitié du château qui manque encore aujourd'hui, avec le grand fronton triangulaire et la colonnade dont une partie donne sur le vide. Et donc il y a des choix qui ont été faits, des choix ou des non-choix, hein, de conserver les stigmates de la guerre. Et beaucoup de châteaux ont été remplacés tout bonnement par de grandes villas. Vous avez cité Ménil-Martinsart. On a conservé la grille du 18e, qui est toujours là aujourd'hui, en tout cas moi je l'ai connue étant gamin. La grille du château ruiné, et puis derrière, au lieu du château 18e classique, c'est une villa style normand avec faux colombage qui a pris la place du château de l'époque classique. Donc des choix esthétiques tout à fait différents, mais en conservant des éléments du château d'Ancien Régime. Vous l'avez très bien montré dans votre thèse que la mode après la guerre de 14-18, c'est plutôt reconstruire un château, on a tout détruit, et en tenant à reconstruire plutôt une villa qui sera plus confortable, qui correspond plus au goût du temps que de revenir sur des choses plus inconfortables, même si c'est historiquement plus intéressant. Vous avez des questions? Ça va. Oui, bonjour, merci pour la conférence. Je vous arrive en retard, je voudrais dire ces conversations sur les indemnisations pour les pierres. C'est sûr que ça fait partie du patrimoine français, toutes ces pierres. Les châteaux, on aime tout ça parce qu'on est né avec ça en France. Hein. Dans mes livres d'histoire, par exemple. Mais enfin, je trouve ça un petit peu limite. Je n'irai pas jusqu'à dire immonde, mais vous voyez, je suis allé à Saint-Iriex il y a 2 ans. C'est un gros bourg dans le Périgord. Je rentre dans l'église, une église rénovée. Il y a un grand tableau en pierre gravée. Il y a 122 noms des hommes. Parmi ceux-là, il y a 4 noms, les mêmes noms. Le père, les 3 fils. Quel genre d'indemnité a-t-on donné à cette veuve? On sait bien une quittance, les veuves de guerre. Alors je trouve ça un peu indécent de parler de ces gens qui demandent à ce qu'on paye pour les pierres. Après tout, ils étaient eux aussi partie prenante de la guerre. Le parti de la guerre était très fort en France, et les châtelains aussi. Et puis alors, c'est quand même lamentable, parce qu'on sait les dégâts qu'ont causé cette guerre.
ça n'a pas suffi, il a fallu remettre ça en 1939. Et toujours, alors on dit toujours le pays est exsangue. Dans les livres d'histoire, j'ai lu le pays est exsangue en 18, en 45. Ah, mais j'ai aussi lu que les comptes en banque des vendeurs de canons et des vendeurs d'obus n'étaient pas du tout exsangues. Ça n'a gêné personne. Et puis alors, bon, je parlais d'exemple, ça aurait peut-être dû nous suffire. Oui, alors, je ne sais pas, mais c'est une question, c'est aussi un ressenti. J'ai entendu qu'il y avait un type à l'Élysée qui allait envoyer des mecs en Ukraine. Visiblement, ça n'a toujours pas... On n'est plus dans le sujet, monsieur. Je sors du débat, mais c'est un débat sur la guerre quand même. Et les indemnisations, parce qu'il ne faut pas en filer des indemnisations comme ça. C'est hors sujet. De toute manière, dans les années 20, côté français, c'est l'Allemagne paiera. Hein, je veux dire, l'Allemagne est considérée comme la puissance belligérante agressive. Elle a perdu la guerre et elle doit rembourser les dégâts. Donc que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre en France, le principe, c'est d'être dédommagé. Dès 1914. Voilà, oui. La Chambre des députés prend la décision. Voilà. Donc, merci pour cette conférence. Moi, j'aurais simplement 3 petites remarques à faire très rapidement sur la question d'abord du calcul de l'indemnité par les commissions cantonales et autres commissions pyramidales. C'est une question éminemment complexe et je vous félicite de vous être confronté au décryptage de ces dossiers d'indemnisation qui est parfois une véritable purge au niveau de la... pour arriver à dépouiller en fait les interventions des uns des autres. Alors simplement pour dire que tout d'abord il y a un point très important dans le calcul de l'indemnité que vous avez évoqué, mais qui est absolument central par rapport au château notamment et aux biens patrimoniaux, c'est le coefficient de vétusté. Le calcul du coefficient de vétusté dicte très souvent la destination finale de l'indemnité en provoquant un abattement parfois considérable sur l'indemnité globale, et donc évidemment on joue un rôle décisif dans la décision du propriétaire de reconstruire, d'accepter l'indemnité ou de la céder, puisqu'on n'a pas évoqué, mais il y a beaucoup de cessions de droits à l'indemnité également. Donc ça c'est un point très important, ou de réemploi dans d'autres typologies de remploi qui échappent au rayon kilométrique de 50 km. Par exemple, le remploi industriel. On sait que de très nombreux châtelains qui ne pouvaient pas reconstruire au vu de l'indemnité dans l'esprit de la loi de 1919 sur place, compte tenu de l'état des dommages, ont réemployé les dommages dans des œuvres, soit dans les entreprises industrielles, dans la reconstitution d'entreprises industrielles, qui leur appartenaient pas d'ailleurs, et ou dans des différentes œuvres. Voilà. Donc, ça, on en a beaucoup d'exemples dans le Nord-Pas-de-Calais, entre autres, mais on en a également des exemples là aussi en Picardie. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point aussi, vous avez évoqué les architectes et les experts. Ça, c'est une question absolument déterminante aussi, puisqu'on pourrait parler de conflit d'intérêts parfois même, puisque dans les deux cas, on a une confrontation entre architectes. On a l'architecte du sinistré, qui vient de lui pour la reconstitution dans l'esprit de l'État 1914, et puis on a l'architecte expert. Alors évidemment, ce n'est pas le même dans ce cas-là, mais l'architecte expert est, dans d'autres circonstances, architecte sinistré, dans d'autres secteurs géographiques. Et puis, ce sont des architectes souvent diplômés par le gouvernement, pas toujours, mais souvent, qui sont membres des mêmes associations professionnelles, qui se connaissent, qui s'estiment, donc ils sont en conflit. Donc vous voyez, c'est une question là aussi assez complexe, la désignation des experts par les commissions cantonales, des architectes experts. Et puis dernier point, pour ce que je connais de la reconstruction des châteaux dans la Somme, je pense quand même qu'il y a eu, bon, le cas de Thilovois est un cas, selon c'est un unicum quasiment, c'est un cas absolument exemplaire, pas exemplaire, c'est un cas quasiment unique d'entreprise
familiale de reconstitution, vraiment, comme l'a dit Aurélien, d'un château quasiment identique. Mais dans la plupart des cas, comme il le disait également, en fait, on a plutôt un réemploi de la nudité dans la reconstruction d'un bien immobilier qui n'est pas évidemment à l'identique de ce qui existait. Voilà. Excusez-moi, dernier point, je suis trop bavard. La valeur 1914, pour un château type hôtel particulier, vous avez bien fait de rappeler ça, c'est typologique. Ces typologies font l'objet de modèles types qu'on retrouve dans les dossiers d'indemnisation. On a des modèles types pour les rangs, pour les écuries, fermes, première, deuxième catégorie. Voilà, on a des typologies qui permettent de déterminer le barème de calculer la valeur de 1914. En tout cas, c'est un sujet tout à fait pertinent. Merci beaucoup pour toutes ces remarques. Oui, j'ai pas pu parler de tout, mais le coefficient de spécificité, c'est en effet un des éléments central. Les avocats, les sinistrés s'opposent fermement au manque des commissions, et c'est vrai que c'est un enjeu. Alors, il y a deux pourcentages qui sont souvent appliqués de mémoire, et c'est vrai évidemment que souvent le châtelain n'est pas d'accord parce que ça lui laisse énormément de montants. Et vous avez ici, oui, concernant le remploi, oui, on peut le remployer, c'est prévu par la loi autrement que dans un château. Alors, ça me dérange parce que c'est pas dans le cas de la Somme et dans d'autres départements, certains châtelains font le choix, c'est vrai, d'investir dans des sociétés. Un châtelain qui décide de construire une scierie, une briqueterie, justement, pour permettre à la reconstruction de se porter un petit peu mieux. Donc oui, c'est tout à fait possible. Oui, une question portant sur les fermages. Vous avez rappelé à juste titre que les châteaux et les propriétés des châtelains avaient un rôle social, et notamment beaucoup de fermiers travaillaient effectivement sur la propriété de ces châteaux. Et comment ont été évalués le manque à gagner de ces châtelains au sujet de leur concernant les fermages qu'ils percevaient avant la guerre et la guerre de 14, et est-ce qu'il en a été tenu compte de ce manque à gagner dans les évaluations faites par les experts? Quelle a été exactement la situation concernant les fermages et les fermiers donc, qui n'avaient plus exercé pendant cette période de la guerre? Dans certains dossiers de dommages de guerre, les châtelains, quand ils l'ont fait, parce que quelquefois c'est des relations entre les châtelains et les villageois qui remontent à des dizaines d'années, répertorient précisément en fait avec quels villageois ils travaillent, sur quelle surface de leur exploitation, et comme vous l'avez indiqué, les quintaux de récolte qui ont été produits. Donc ça, c'est des documents que les châtelains peuvent fournir dans les dossiers d'indemnisation. Mais la question de la reprise de l'activité économique, elle est vraiment, c'est un autre point extrêmement douloureux entre guillemets pour les châtelains et les experts des commissions, parce que c'est extrêmement compliqué. Et souvent les châtelains, sur les comptes rendus, voient des quintaux qui sont estimés, qui sont faux. Donc ils doivent en fait réussir à prouver la production, mais c'est pas toujours évident. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que certains châtelains, parce que vous posez la question des fermages, il y a un cas d'un châtelain, c'est unique, malheureusement, excusez-moi, c'est pas dans la Somme, qui aurait forcé la main à ces fermiers, en fait, pour justement pas qu'ils re-signent les bails, pour que lui, en fait, se désengage et puisse, en fait, partir. Donc ça aussi, c'est un cas qui existe. Mais d'autres châtelains montrent vraiment il y a même beaucoup de villageois qui attendent de voir ce que va faire le châtelain, reconstruction, par reconstruction, est-ce qu'il va s'en aider ou pas, pour pouvoir en fait se réinvestir dans les arroirs. C'est des familles qui sont tellement liées aux familles châtelaines qu'ils ne voient pas en fait continuer à vivre sans en fait travailler pour le châtelain. Je vais juste vous apporter deux petites précisions.
vous apporter deux précisions. D'une part, vous savez que les archives de la Somme ont subi un dégât, non pas de guerre heureusement pour elles, mais des eaux, et qu'elles vont réouvrir théoriquement lundi. Elle vous propose une conférence le 25 février à 18h30 de Guillaume Wróblewski, Les grands négociants amiénois après la Révolution. Et la deuxième information, c'est que notre prochaine séance aura lieu le 8 mars, ici même, et c'est Jérôme Buridan qui viendra nous proposer l'évolution des milieux forestiers du sud de la Picardie, 13e, 19e siècle, approche en écologie historique. Cette dernière conférence sera suivie de l'Assemblée générale des antiquaires. Et j'ai encore une mini-information. Le 10e salon de l'histoire va être organisé le 23 février à Boulogne-sur-Mer, à l'Hôtel de Ville. C'est le Cercle d'études en pays boulonnais qui l'organise. Il y aura 40 exposants et ce sera de 9h à 18h. Et donc, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi.